l'émission aujourd'hui en compagnie de Régent-Paul de Daytrader Canada au cours de la prochaine demi-heure. Julien Mboni, qui est fondateur et consultant chez Aleni, sera avec nous également. Et par la suite, bien sûr, en compagnie de nos deux experts, on va répondre à vos questions là-dessus. Régent-Paul, bonjour. Bonjour Sophie, vous allez bien? Oui, c'est exceptionnel que vous veniez un vendredi. Oui, c'est très agréable. Merci d'être là. On va revenir sur les statistiques économiques qui ont marqué la semaine dernière et cette semaine. Et on va regarder aussi, parce qu'on est en pleine saison de publication des résultats financiers. Oui, on commence. On n'est pas très optimiste, hein? Puis je pense qu'il y a des titres qui ont reculé pas mal cette semaine. Ça n'a pas parti sur le bon bord. Ça va peut-être se replacer la semaine prochaine. Alors, effectivement, exceptionnellement, on va voir, dans le fond, rapidement les données économiques de cette semaine et de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, il y avait quand même des données économiques assez importantes. On avait la situation de l'emploi. Tantôt, je vous écoutais parler de la situation de l'emploi au Canada. C'était aux États-Unis vendredi passé. Une parenthèse, j'aimerais ça revenir sur votre intro concernant Bombardier. Je ne suis pas un spécialiste, donc, dans le fond, je m'en remets à vous un petit peu là, pour la question que je vais vous poser, mais juste vu de l'extérieur comme ça, là, ils veulent vendre leur division transport, qui est celle, si je comprends bien, qui est la plus profitable. Oui, actuellement, la plus stable, mais... Question stupide que je me pose, il ne serait pas mieux de faire le contraire? Bien, j'ai l'impression qu'ils voient plus de potentiel à long terme dans la division aéronautique. Il ne faut pas oublier que la division transport, là, ça se passe en Europe, principalement. Oui. Évidemment, nous, au Québec, c'est important à la Pocatière, mais la majorité des activités sont en Europe. Donc là, on est loin du Québec. De faire le contraire, là, puis en plus, le gouvernement a tellement aidé Bombardier, surtout, oui, peut-être dans le transport, mais surtout dans l'aéronautique. Je pense que ce serait une décision... Parce que sans un expert, il me semble que politiquement, et juste de penser au Québec, complètement difficile, pas envisageable. Comme domaine, l'aéronautique. Oui, mais là, on mise sur la C-Series à très long terme, sur le potentiel de ce marché-là. Puis ce que Bombardier répète toujours avec ses défis pour la C-Series, c'est que oui, les coûts augmentent, mais que c'est pas rare que quand on lance des gros projets comme ça d'investissement, la rentabilité est affectée à court terme. Les coûts explosent, mais qu'à long terme, c'est le pari qu'on prend, ça va être rentable. Alors, j'imagine que... Ils doivent savoir mieux que nous ce qu'ils font. C'est le pari qu'on fait. On a nommé un nouveau patron, d'ailleurs, pour la division, la division, en fait, avions commerciaux, hier, qui est supposé avoir... tout un carnet de contacts, et on le souhaite bien, parce qu'il manque des commandes encore. Que ça fonctionne bien. Oui, il manque des commandes. Voilà, je vais me coucher moins ignorant. Merci bien. Alors, on avait des données importantes la semaine précédente, pas cette semaine ici. Il y avait l'indice de la confiance du consommateur qui a surpris. On s'attendait à 95,5, on est sorti à 101. C'est tout un score. On a franchi la barre du 100, là, c'est pas peu dire. On va voir d'ailleurs le graphique à ce niveau-là. Il y en avait bien de besoin. Et ici, on met toujours, dans ce graphique-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on met en relief, la ligne bleue, c'est l'indicateur de la confiance du consommateur, et nos petits bâtonnets gris, c'est les ventes au détail. Et là, Sophie, je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. Ce qui est assez phénoménal, c'est la confiance. On le disait avec M. Gagnon à plusieurs reprises. La confiance ne cesse de monter, mais les ventes au détail baissent. Augmente pas. Non. Alors, à la blague, un peu, on disait, bon, les gens ont confiance, mais ils ne dépensent pas. Ils n'achètent pas. Alors, à un moment donné, il va falloir que... Il faut qu'il y ait une certaine convergence dans ces données-là. Mais là, ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, voyons voir ce qui va arriver là. Peut-être que l'arrivée du printemps et l'été va les encourager à dépenser. Évidemment, on regarde toujours aussi ces indicateurs économiques-là, l'impact qu'ils ont eu sur les marchés, parce qu'on ne fait pas juste regarder les données économiques pour le plaisir de les regarder, on les regarde avec l'angle de l'investisseur actif. Alors, on voit que ça sortit à 10 heures, ça, c'était le 31 mars, mardi. Pas eu un gros mouvement. On a un petit mouvement à la hausse, mais on est vite revenu dans les lignes de côté. Et finalement, on a fini la journée à la baisse. Donc, il faut croire que peut-être que Wall Street fait la même observation que nous. Là. Le consommateur se dit de plus en plus confiant, mais sauf que les ventes au détail ne sont pas là. Par contre, il ne faut pas oublier que Wall Street ont toute une façon, on le répète souvent, tordue de lire les indicateurs économiques. Hein? Ce qui est bon pour le peuple n'est pas toujours bon pour Wall Street, puis vice-versa. Alors, des fois, c'est assez étonnant parce que leur crainte, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, jusqu'à un certain point, des fois, des mauvaises nouvelles, ça fait leurs affaires. Ils ne veulent pas trop mauvaises non plus. Là. Dans ce temps-là, ils n'aiment pas ça, mais un petit peu mauvaises. L'indice manufacturier ISM, bon, si jamais il y avait... des fois, il y a des révisions qui se font entre le moment où j'ai fait la diapo et aujourd'hui. Alors, si vous voyez des... le 2 avril? Oui, ça, c'était le 1er avril, c'est ça. Jamais il y avait des différences, juste nous le dire. Non, c'est ça. 51,5. Donc, c'était... pas bon, pas une bonne nouvelle, parce qu'on sait qu'on veut que cet indice-là soit en croissance.
Il était en décroissance par rapport à l'estimé. Il est au-dessus de la ligne de 50. C'est la ligne de 50 qui est importante pour cet indicateur-là, puis on est toujours au-dessus de la ligne de 50. On voit ici d'ailleurs. Mais encore une fois, si on veut être là, très neutre dans notre analyse, ça baisse depuis plusieurs mois, là, cet indicateur-là. On a atteint là, des sommets de 57 là, quelques mois, et là, on est en dessous du 52. Donc, mais les marchés ne cessent de battre des records. Alors, comme les Américains disent, go figure. Et on voit que sur notre graphique, évidemment, je rappelle le contexte, c'est un graphique qui inclut aussi les données en pre-market, parce que souvent, on a des indicateurs qui sortent à 8h30 du matin. Donc, la section bleue ici, c'est des transactions qui se font avant l'ouverture des bourses. Ça commence à 4 heures le matin. Souvent, les Européens transigent les marchés américains très tôt dans la nuit. Donc, on a déjà du mouvement à 4 heures. Et dans 9h30, ici, on rouvre la section noire. Et à 10 heures, c'était l'indicateur économique mauvais, hein, on s'entend. Et les marchés ont monté. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt, go figure. Mais encore une fois, Wall Street s'est dit, bon, ben, une nouvelle économique mauvaise fait que Janet... En québécois, on dit « cherche-moi ». Cherche-moi. J'aime ça, tiens, cherche-moi, c'est bien ça. Vous cherchez l'erreur, en tout cas dans le style. Alors, les Wall Street se disent, ben, Janet va peut-être se calmer sur le camp de l'augmentation des taux, voyant que les données économiques ne sont pas au rendez-vous. Alors, c'est une façon tordue de lire les choses. Ça. Les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles pour Wall Street. Ouais, demande de chômage, ben là, ça a été une bonne nouvelle parce qu'il y a eu moins de demandes que l'estimé. C'est l'estimé qui compte. Évidemment, le résultat précédent est important, mais c'est surtout l'estimé par rapport à l'actuel. Donc, à ce niveau-là, ça a été une bonne nouvelle parce qu'il y a eu moins de demandes de chômage. C'est à cause qu'il y a moins de monde qui en demande. Ça, c'est un autre débat. Non, mais c'est ça, voilà. Mais en tout cas, ne gâchons pas l'euphorie, là, puis le bon côté de cette nouvelle-là, c'était une bonne nouvelle. On voit que on a un graphique, comme je dis toujours, qu'on ne veut pas avoir dans son portefeuille, un graphique baissier, mais c'est un graphique qu'on veut pour les demandes de chômage, parce qu'évidemment, on veut que ça baisse continuellement, et c'est le cas. Mais là, on a atteint un plancher depuis un certain temps, là, dans la zone du 280-275, c'est un petit peu difficile d'aller en bas de ça. Alors, demande de chômage, comme vous voyez, Sophie, ça s'est fait avant l'ouverture des marchés. Alors, on est à 8h30 le matin. Pas vraiment eu d'impact, mais à l'ouverture, par contre, il y a eu tout un décollage et on est monté assez rapidement. Puis on est allé de côté par la suite jusqu'à la fermeture. Il y avait évidemment, là, la grosse affaire aux États-Unis, c'était vendredi, le fameux situation de l'emploi qui se subdivise en bien des données dans leur cas. Il y a entre autres le non-farm payroll, tout ce qui n'est pas gouvernemental, là. Ça a été mauvais. Hein? Et d'ailleurs, c'était la discussion de la journée, là, c'était très mauvais. 126 comparé à 247 attendus. On voit ici là, le graphique évolutif là-dessus. Et le taux de chômage, bien, lui, était flat, stable, exactement. Toujours très faible, 5,5 Et qui est toujours en baisse depuis un bon bout de temps. On fait une courte pause. On poursuit dans quelques instants. Restez avec nous, toujours en compagnie de Régent-Paul. Alors, toujours en compagnie de Régent-Paul de Daytrader Canada, on passe en revue ces statistiques économiques qui ont été publiées au cours... Bien là, on était rendu à l'emploi aux États-Unis la semaine dernière, mais là, on va regarder ce qui s'est passé cette semaine. Et on va regarder aussi quelques titres de grosses sociétés américaines qui ont publié leurs résultats. Oui. Alors, on avait terminé tantôt sur le taux de chômage. On disait que ça allait très bien, puis c'était en descente. Oui. Et évidemment, vendredi passé, bien, tout était fermé. C'était Pâques. Alors, les marchés n'ont pas bougé. Et ça, c'est le pointage de la semaine, justement, de Pâques. On avait quand même un côté positif qui était plus fort que le côté négatif. Par contre, comme quoi des fois, c'est pas toujours nécessairement reflété dans les marchés. Ça, c'est la fameuse semaine en question qui correspond à la semaine du 30 mars au 3 avril. On a eu un gros gap à l'ouverture de la semaine dans le marché, mais après ça, le marché n'est jamais allé plus haut, puis on est descendu toute la semaine. Par contre, cette semaine, on s'est repris, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, là, ça va bien. Et on avait évidemment cette semaine les grosses nouvelles économiques, c'était les minutes du meeting de la Fed, puis les demandes de chômage. Les minutes, on voit toujours ça sur un angle encore là, investisseur actif. C'est gros, les minutes de meeting. Hein? Donc, on décortique ça, on fait quelques diapos là-dessus, mais c'est pas évident non plus de toujours interpréter ce qui se dit. Ils sont passés maîtres dans l'art de parler pour rien dire. Alors, sur l'augmentation des taux d'intérêt, plus divisé que jamais sur le camp. Mais beaucoup dépendante des données économiques. Hein? La première augmentation pourrait être en juin de cette année. Et ça, c'est écrit là. Ou peut-être plus tard en 2016.
Plus évasif que ça, tu meurs. Hein, c'est pour me compliquer. Là, ils sont en train de possiblement reporter ça, puis ils vont voir comment que les données économiques vont se sortir pour décider, dans le fond, ce qu'ils vont faire. Presque tous les participants étaient en faveur de retirer le fameux mot « patient ». Vous vous souvenez de ça? C'était la grosse affaire, là. Jeannette, là, on se demandait quand est-ce qu'elle deviendrait plus patiente, mais elle a dit que le fait qu'elle ne soit plus patiente ne faisait pas pour autant qu'elle devenait impatiente. Hein? C'est de l'art, ça, c'est de l'art, ça, du grand art. Donc, la Fed focus sur la dépendance des données économiques. C'est le nouveau dada, là. On va augmenter les taux, mais ça va dépendre comment est-ce que les données économiques vont être, avec une priorité, évidemment, sur la croissance des salaires puis l'emploi. La politique monétaire et son vocabulaire vont se complexifier. On se demande s'ils font pas exprès, là, au cours des 12 prochains mois. Là, on va entendre parler de reverse repo, d'interest on excess reserve. Là, il avait dit qu'il était pour rendre ça un petit peu plus complexe, comme si ça ne l'était pas déjà assez. Alors là, ils vont s'arranger pour être capables là, de bien manœuvrer là, pour reporter le camp. Les minutes ont fait ressortir que les changements dans la politique monétaire seront très graduels, ça nous dit depuis longtemps. La fin des accommodements va se faire d'une façon équilibrée, consciente avec les objectifs à plus long terme. Puis les objectifs étant, évidemment, au niveau de l'emploi, le plein emploi, puis une inflation à 2 %. Ils sont loin d'avoir atteint ça. Donc, en théorie, c'est pas demain matin qu'ils vont augmenter ça. Donc, le mot de la fin, c'est que malgré toutes les déclarations d'intention qu'on vient de voir, dans les diapos précédentes, là, la Fed nous dit qu'après avoir atteint les objectifs d'emploi d'inflation, ça se peut qu'elle ne touche pas au taux d'intérêt tout de suite, dépendamment des conditions économiques générales. Bon, donc ça, voilà. Rien pour épeurer les marchés, pour apeurer les marchés. Ce qu'elle nous dit, c'est rien pour les rassurer ça non plus. Quand je voulais bien les augmenter. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'elle réponde aux questions, puis il y a des meetings de la Fed entre-temps, fait que, évidemment, il faut qu'il en parle. Tout ça, ce qui est un peu neutre, juste pour vous montrer, Sophie, que les marchés réagissent toujours d'une façon excessive. Là. Ça, c'était les fameuses minutes à 2 heures. On voit que les marchés étaient relativement calmes. Et là, paf, ça sort. Il y a eu une baisse drastique. On est remonté aussi rapidement pour retomber à nouveau. C'est toujours un peu très fébrile. Hein? Pour retourner presque au même niveau à la fin de la séance. Effectivement. Donc, il faut faire attention à ces moments-là. Et il y avait le chômage, demande de chômage qui était aussi positif. Oui. Alors, on va passer à notre fameuse saison des earnings. On compare ça souvent à la saison de la chasse. Hein, parce on annonce la pire saison des earnings depuis, je voyais, 2009. Pire saison trimestrielle c'est parti comme ça. Des résultats financiers. On a revisé à la baisse au cours des semaines précédentes, là, les prévisions, les attentes. Mais ça fait quasiment sur une depuis... note un peu négative. Hein? Ça fait quasiment depuis 2009 qu'on a des bons résultats. À un moment donné, ça va achever. Ça s'essouffle. Oui. Donc, on parle de saison de chasse parce que pour les investisseurs actifs, c'est intéressant à cette période-là parce qu'il y a à peu près 6 000 compagnies qui rapportent en l'espace de 35 jours. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup d'opportunités de transactions, mais évidemment, il faut faire attention aussi. Donc, ceux qu'on va couvrir, c'est Alcoa, Family Dollar Store, puis Bed Bath & Beyond, BY. Il ne faut pas oublier de mettre 3B, sinon on tombe sur Best Buy. Oui, c'est ça. Ça ne donne pas tout à fait la même chose. Alors, on va voir ça d'une façon individuelle. Alcoa, et vous pourrez évidemment apporter l'aspect fondamental là, pour expliquer un peu ce qui s'est passé, parce que théoriquement, Alcoa a déclaré des bons résultats. Oui, mais les revenus, t'es en deçà des attentes. C'est ça, j'imagine, qui est le bas qui a blessé, parce que bons résultats, ils ont battu ça de 2 sous, mais regardez, au niveau graphique, le site a été malmené. Alors, ce que vous dites, c'est au niveau des revenus. Du chiffre d'affaires qui a déçu, qui était en dessous des attentes. Puis évidemment, parce que là, ce qu'on regarde, c'est quelle est la demande d'aluminium. Hein? Puis je pense qu'on constate vraiment qu'on est dans des niveaux extrêmement faibles de demande d'aluminium. Donc, on veut voir le chiffre d'affaires augmenter. Là, une fois qu'on fait le ménage puis que ça devient rentable, je pense que l'étape suivante, c'est qu'il faut que un petit peu comme après une récession, on regarde, les compagnies vont, pendant que les temps sont difficiles économiquement, vont essayer de réduire leurs coûts. Mais après, une fois qu'on a fait le ménage, il faut qu'on voit une augmentation des revenus. Il faut que l'économie reparte. Bien là, c'est ce qui se passe un peu avec Alcoa, avec la demande d'aluminium. Oui. Et c'est ça que bon bénéfice par action, mais baisse des revenus. Revenus en deçà des attentes. En deçà des attentes, effectivement. Tu peux faire des revenus, mais si tu es en deçà des attentes, tu n'es pas bon. L'important, c'est les attentes. Et il faut dire aussi qu'Alcoa nous avait habitués depuis longtemps à avoir des bons résultats à tout point de vue. Donc, je pense que c'est peut-être une des premières fois depuis longtemps qu'on a des mauvais résultats. On voit ce que ça a donné. On a eu ici, j'attire l'attention des gens qui sont un peu familiers avec comment ça fonctionne. Là. En théorie, on a eu un gap véritable beaucoup plus important que la brèche qu'on voit ici là, sur notre graphique. La grosse, on est en 15 minutes ici. La grosse chandelle rouge
qu'on voit ici, là, n'est pas réel dans les faits. Théoriquement, le titre a ouvert beaucoup plus, tout près là, de 13 $ et quelques, étant transigé sur la bourse de New York, qui est une bourse listée. Souvent, les premières valeurs qui vont s'enregistrer le matin à l'ouverture à 9h30, c'est les valeurs de la veille. C'est des transactions qui n'ont pas été enregistré par le spécialiste et qui se doit de le faire avant de commencer à enregistrer sur de la journée. Et c'est ce qui crée une illusion de ne pas avoir de gap, mais dans les faits, il y en a un aussi gros qu'on voit la chandelle rouge qui est ici. Et depuis, ça fait quelques jours, là, le titre est encore là, actuellement de côté, de misère un peu à surlever de ça. On l'avait analysé ici... On dit qu'on fait face à la plus faible demande d'aluminium depuis 2012. Bon, c'est pas le genre de nouvelles qu'on veut avoir là, à la sortie de nos résultats financiers. On l'avait analysé ici le 12 janvier, ça fait pas longtemps, ici à Canal Argent, puis on l'avait donné à ce moment-là, nous, baissiers, nos petits ours ici, là, on l'avait donné baissier le 12 janvier. Bon, malheureusement, pour ceux qui l'ont dans le portefeuille long, là, on a eu raison, mais il y avait une figure chartiste qui annonçait une baisse potentielle, et c'est ce qui s'est produit. Souvent, les gens disent, bien, c'est-tu d'isotérisme, cette affaire-là, c'est une boule de cristal? Non, mais les graphiques reflètent, dans le fond, le sentiment des investisseurs. Ce qu'on voit sur le graphique, c'est les achats et les ventes. Oui. Alors, à un moment donné, s'il y a plus de ventes qu'il y a d'achats, c'est facile de comprendre que l'offre étant plus forte que la demande, les prix vont chuter. Donc, souvent, à l'approche des résultats financiers qui sont sortis, il y a des firmes qui sont capables de faire la mathématique et de dire, d'après nous, la nouvelle ne sera pas bonne. Donc, si vous êtes un fonds de couverture, vous avez 10 millions d'actions dans le cas, tu ne vends pas ça la veille des earnings d'un coup. Donc, il faut que tu commences là. Voilà, il faut que tu en sortes un petit peu avant. C'est ce qui peut expliquer des mouvements comme ça avant là, la date fatidique. C'est pas nécessairement l'information d'initié, il ne faut pas penser ça. C'est juste que beaucoup de firmes sur la planète sont capables, ils ont des bons vice-présidents en finance qui peuvent faire les mêmes mathématiques que les gens de la finance de Chalcoa, puis prévoir que le résultat ne sera pas bon. Des fois, ils se trompent. Et on a eu... Il reste une minute, mon Dieu. Oui. Ça va vite? Oui, ça va vite. Avec vous, ça va toujours vite. Non, c'est ça qu'on a passé. Je vais en parler à M. Gagnon. Oui, un petit mot rapidement sur Family Dollar, parce que... Family Dollar ont battu des attentes. Le titre est quand même relativement bien comporté, mais on est quand même sur une résistance importante. Il faut faire attention. Le dernier, qui est Bed Bath & Beyond, a eu des résultats en ligne, comme ils disent, là, avec des attentes, là, voyant. Mais ça n'a pas donné, sur un niveau boursier, ça n'a pas été bien accueilli. Peut-être qu'ils s'attendaient, dans le fond, à ce que ça soit un petit peu mieux, parce que c'était un titre qui a été malmené aussi. Oui, on est déçus des prévisions de ce côté-là. Oui, et pour le moment, ça regarde plutôt baissier sur le titre. Merci beaucoup, Régent-Paul. Le temps file toujours très, très rapidement. J'étais très concentrée sur ce que vous disiez. Après la pause, Julien Mboni se joint à nous. À tout de suite. D'abord, question qui nous vient de Daniel. Pourriez-vous me dire à quand un décollage pour Air Transat? Le volume est très faible, première question. Et l'autre, j'aimerais avoir une analyse pour le titre de Tuesday Morning pour vente à découvert. Bon, le symbole, c'est TUES. On va y aller d'abord avec Air Transat. Peut-être un mot sur Air Transat pendant qu'on s'installe techniquement. Julien, est-ce que tu avais un commentaire? Il va commencer techniquement. Transat, on l'a couvert souvent. Oui. Le site ici à l'émission. Malheureusement, on l'a donné baissier à chaque fois qu'on l'a couvert. Il y avait eu, à un moment donné, un dead cat bounce, ce qu'on appelle là, sur des mauvais earnings. Et depuis qu'on l'avait donné à la baisse, c'est ce qui se produit. Puis malheureusement, j'ai bien aimé le jeu de mots de l'auditeur. Oui, avec un décollage. Ça va décoller. Ça ne semble pas pouvoir décoller, même actuellement. Pourtant, il était à 6 $. À un moment donné, on se dit comment bas ça peut aller. Alors, je ne dirais pas de mauvaises choses. On sait qu'il y a des titres qui sont déjà à zéro dans l'histoire. Je ne sais pas que c'est le cas d'Air Transat, loin de là. Mais il n'y a pas de signal là, actuellement d'achat. Comme on dit toujours, je ne le vendrai pas à découvert, c'est bien évident là, à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de signaux d'achat. Je ne sais pas si l'auditeur a déjà des positions ou pas. S'il y en a, ben là, c'est sûr que ce n'est pas non plus de paniquer et de tout sortir. Là. Mais ce n'est pas le temps. C'est pas clair. Pas le temps d'acheter. Il faut attendre que ça décolle. C'est ça. Effectivement, très bon point. C'est un cas classique de technique et de fondamental qui, dans le fond, vont dans la même direction. Donc, c'est définitivement pas un achat actuellement. L'autre question, c'est Tuesday Morning, titre américain, 16,30 $ actuellement, une progression aujourd'hui de 17 cents. Et Daniel se demande à quand, en fait, une vente à découvert ou qu'on devrait le vendre à découvert finalement pour en profiter?
Bon, un petit problème de graphique. On va passer sur les ventes à découvert, le temps que ça revienne. Il y a effectivement un phénomène assez particulier. Probablement, Tuesday Morning, on l'avait aussi, évidemment, après 5 ans, on en a couvert beaucoup de sites ici. Là. Mais je reviens quand même là-dessus parce qu'on avait fait un topo assez exhaustif sur Tuesday Morning, puis on n'était pas chaud envers le titre. Tantôt, le graphique va revenir. Là, on a peut-être été un petit peu trop vite pour ne pas être chaud avec le titre parce qu'il a monté après qu'on ait couvert le titre, mais finalement, il a rejeté ce qu'on croyait, nous, qui arriverait éventuellement dans ce titre-là. Mais ce qui est assez particulier ici et qui n'est pas normal, je vous dirais, jusqu'à un certain point, c'est la convergence entre les deux lignes qu'on voit ici. La ligne bleue, je le rappelle, c'est le niveau de vente à découvert et c'est l'axe qui est à gauche ici. Là. Donc, on parle à peu près de 12 millions d'actions ventes à découvert. Je ne me souviens pas combien il y a de la flotte là-dessus. Là. On pourrait aller je pense qu'on l'a ici, 30 voyez-vous. La flotte est shortée à 30 actuellement, c'est énorme. Mais le prix 30%. Suit. En fait, suivait, je devrais dire. Là. Normalement, ces lignes-là sont à l'opposé. Sauf qu'on voit là, qu'actuellement, il y a eu une baisse au niveau du prix du titre tout récemment qui correspond avec un sommet. Ça, c'est sur 2 ans. Là. On est dans un sommet de vente à découvert. Il faut bien comprendre que les vendeurs à découvert, en général, c'est élitistes, les gens qui font de la vente à découvert. Ce sont des gens qui sont actifs, les hedge funds. Nous-mêmes, on a fait de la vente à découvert. On ne vend pas à découvert quand on pense qu'un titre va monter. Parce que l'idée de la vente à découvert, c'est de faire de l'argent sur la baisse du titre. Alors, en ce moment, à 30 de la flotte qui est shortée, il y a quelqu'un quelque part sur la planète qui n'y croit pas, qui ne l'aime pas. Ouais. Et ça finit par nous rattraper. Évidemment, si ça va trop élever, le pourcentage, il peut y avoir ce qu'on appelle un short squeeze. Parce qu'évidemment, quand on atteint des niveaux trop élevés de vendeurs à découvert et que le titre monte un peu, les vendeurs à découvert qui commencent à perdre de l'argent doivent se couvrir. Et la façon de se couvrir, c'est d'acheter. Alors, tu achètes au pire moment, quand les acheteurs naturels achètent, ça fait monter le titre. Mais pour le moment, le titre regarde baissier. Et là, je ne sais pas si on est revenu sur le graphique. Oui. Alors, on va aller voir si on peut aller le chercher. Voilà, c'est ça. Alors, quand on l'avait couvert, nous, c'était sur 2014. Dans la zone de côté. On l'avait donné baissier à cette époque-là. Ça n'a pas fonctionné. Il fallait de façon qu'il traverse à 14. Il est monté jusqu'à 22, mais là, on voit, là, on est en semaine. Là. Donc, ça fait déjà depuis là, plusieurs semaines, mois, que le titre est en baisse. Okay. Et il semble pas, d'après moi, on en a pour un petit bout de temps. Bon, très bien. Oui. Juste à rajouter là-dessus, c'est le price earning. Cette entreprise-là est à plus de 700 de price earning. Donc, on le paye 700 fois ses bénéfices actuels. On ne parle même pas de ses bénéfices futurs. Et puis, c'est une entreprise qui a quelque chose comme 1 million là, de bénéfices. Là. Donc, elle arrive vraiment kiff-kiff. C'est pas très liquide. Et c'est le genre de titre qui va être le premier à décrocher s'il y a une perturbation sur les marchés. Donc, les investisseurs, là, ils l'ont suivi de très loin. Il en disait tantôt là, que le short interest, il n'arrête pas d'augmenter. Ils suivent vraiment ça de près. Puis, s'il y a une perturbation, telle que soit, c'est l'un des premiers là, qui va y Ça pourrait descendre rapidement. Exactement. Okay. Oui, et un bon point, effectivement, c'est un titre qui n'est pas liquide. Merci de le rappeler, je n'avais pas vérifié ça, mais on a une moyenne d'à peu près 600 000 de volume sur 30 jours. C'est pas beaucoup, là. Dans le monde de la bourse, il y a des titres qui font des millions par jour. Ben oui. D'accord. Alors, j'espère que ça répond à votre question, Daniel. Question suivante. En fait, je n'ai pas le nom du téléspectateur. S'il vous plaît, analyse technique et fondamentale de Apple, Walgreens et MTY. Donc, ça, j'ai su ça hier. Évidemment, c'est 3 titres qui font l'objet de l'actualité, entre autres MTY qui a publié ses résultats. Walgreens aussi avait des nouvelles cette semaine. Apple, bien sûr, avec le lancement de l'Apple Watch qui s'en vient notamment. Beaucoup d'attentes pour ça. Peut-être on regarde Apple. Sophie, une Apple Watch. Bien là, elle n'est pas en vente. Non, il y en a une on peut aller l'essayer aujourd'hui. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais celle en or, je serais très ouverte à l'avoir, mais c'est pas moi qui va l'acheter. Bon, ben, on appelle aux auditeurs. Non, mais honnêtement, moi, je sais pas. Ça a l'air bien le fun, là, mais je suis pas sûre que... C'est un gros pari. Ouais. Ben, c'est ça. Puis on a déjà une tablette, on a déjà le téléphone. Ouais. J'ai besoin d'avoir tout ça sur ma montre en plus. Il faut vraiment être un maniaque des produits Apple. Hein? Un article disait probablement qu'il pourra en rajouter plus là-dessus côté fondamental, mais il disait que c'est une première chez Apple aussi d'avoir... il y a 54 différentes versions possibles de cette montre-là. Il y en a une quarantaine à la base. C'est nouveau pour eux autres d'avoir à gérer une multitude là, de produits comme ça, parce que tu as l'iPad, tu as 2-3 versions, mais ça se limite. Là, c'est quelque chose, gérer ça. Bon, graphiquement parlant, c'est pas tellement long. Commenter Apple, il n'y a pas grand-chose à dire. Le titre n'arrête pas de monter. Donc, bon, de là à dire que je serais acheteur à ces niveaux-là, c'est
une autre chose, parce qu'à un moment donné, quand un titre monte sans cesse, c'est fini par ne plus monter. Tout titre, on se souvient qu'Apple, dans les années 80, a connu la descente aux enfers. On est loin de ça aujourd'hui, là, mais il n'y a pas de too big to fail, comme ils disent en anglais, là, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais pour le moment, écoutez, la vie est belle avec Apple, pas grand-chose à dire. Il faudra voir là, dans les années qui viennent comment est-ce qu'ils vont réussir à continuer d'innover, se réinventer, puis le fameux succès de cette montre-là. En tout cas, on a vu tantôt qu'ils faisaient de l'argent avec les jeux mobiles. Oui, puis vraiment, là, le danger d'Apple, c'est que les investisseurs vont s'attendre à énormément avec l'iWatch. C'est un nouveau marché, mais il faut se rappeler, hein, quand Apple s'est lancé dans l'iPhone à ce moment-là, c'était pas la plus grande capitalisation au monde. C'est en quelque sorte qu'il n'y avait rien à perdre. Mais maintenant, c'est... Les attentes sont grandes. Tout le monde a les yeux rivés vers eux. C'est la plus belle compagnie marketing au monde. C'est vraiment... C'est des exemples qu'on donne même à l'école. Et oui, ça va vendre. Mais est-ce que ça va être au même niveau que l'iPhone? Je ne penserais pas, parce que même vous qui avez les produits, vous le dites, « Ah, je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin. » Donc, c'est ça que les investisseurs, puis je pense aujourd'hui ou hier, il y avait déjà le côté négatif. Il y a eu un downgrade. Oui, il y a un analyste qui a abaissé sa recommandation, effectivement, sur Raymond James, entre autres, qui a rabaissé sa recommandation. Lui, il dit que, bon, finalement, c'est market perform, donc en ligne avec le marché, neutre, si on peut dire. Il y en a deux, même. Société Générale aussi qui a abaissé sa recommandation. Donc, peut-être certains se disent, justement, que les attentes sont trop grandes puis que ça se reflètera pas complètement dans le titre. Oui. Ouais, beaucoup de monde ont fait beaucoup d'argent avec Apple. Donc, c'est encore là, à certains points, là, vous allez prendre vos profits. Oui, effectivement. Un mot sur Walgreens, c'était le deuxième titre. Walgreens aux États-Unis. Graphiquement parlant, c'est à peu près la même chose que Walmart. En fait, c'est plus Walgreens maintenant, hein, c'est WBA, si je ne me trompe pas. C'est Walgreens Boots Alliance Inc. parce qu'ils ont mergé avec une européenne qui était Alliance, je crois. Bon, c'est un titre qui va très bien aussi. Walgreens allait relativement bien avant, mais on voit que le merge a été très bénéfique parce que ça n'arrête pas de monter depuis ce temps-là. Fait que la seule bémol, c'est toujours la même chose, des titres qui montent sans cesse. À un moment donné, il y a une pause qui se fait. Il ne faut pas se faire prendre à acheter dans cette pause-là. Comme mon collègue mentionnait tantôt aussi, c'est peut-être pas le cas eux, mais dans le cas d'Apple, quand t'es premier, tu peux pas aller plus haut. Là. Tout ce qui peut arriver, c'est que quelqu'un te rattrape. Puis que là, mais dans les deux cas, c'est des beaux titres que si notre téléspectateur détient, il conserve. Ah ben oui, définitivement. C'est sûr que oui, je ne vendrai pas ça à découvert, là, ni Walgreens puis ni Apple. Mais il faut... comme mon collègue disait tantôt, si on a des profits, à un moment donné, il faut savoir prendre ses profits aussi. À un moment donné, servir de bord, puis tu as fait de l'argent qu'à Apple, prends tes profits. Puis aller, si ça repart, tu rembarques. Oui, d'en prendre progressivement. Dans le cas de Walgreens, ils ont beaucoup profité, donc c'est une chaîne de pharmacie, ils ont beaucoup profité aussi des biotech. On est une bulle depuis le début de l'année. Donc tout ce secteur-là, biotech et pharmaceutique, est en forte hausse. C'est ce qui traîne le marché actuellement parce que sinon, il faisait un peu de surplace. Et puis là, le price earning, c'est rendu 35. Je compare à son comparable, c'est 25. Il commence à être cher. Okay. Donc, encore là, ça peut rester irrationnel assez longtemps. Mais cette compagnie-là, s'il l'a, il le conserve. Mais s'il veut le prendre, c'est peut-être pas le temps là, de rentrer là-dedans. Et un petit mot, parce qu'il reste à peu près 30 secondes, mais oui, 30 secondes sur MTY, qui a publié hier, qui a raté la cible, en fait, avec des défis à l'horizon de concurrence, notamment. Qu'est-ce qu'on fait si on détient du MTY? Celui qui en arrache le plus graphiquement aussi, dans un mouvement de côté, c'est gros, mais c'est petit en même temps. Les marges bénéficiaires sont pas grosses, c'est le volume qui compte. Puis là, ils sont rendus peut-être au maximum de l'expansion. Bon. Puis, en 10 secondes. Juste pour terminer, c'est qu'ils ont une grosse bannière de fast-food. Donc ça aussi, si les gens changent leurs habitudes d'alimentation, ça a un impact. Il pourrait être affecté. Ça fait partie des défis. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci. François est là de la semaine prochaine. À bientôt.